Excellence, nous sommes arrivés à la fin pas à la fin des travaux parce que ce n'est pas encore clôturé par le chef qui les a lancés, mais du moins au niveau de la sous-commission thématique 3DDRR, vous avez fini. Le rapport a été déposé hier. Nous voulions savoir si la province s'est retrouvée parmi les résolutions parce qu'elle-même connaît le problème. Elle a proposé des pistes de solutions. Est-ce que ce que vous avez dit a été retenu? Et qu'est-ce qui a été retenu? Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par remercier le chef de l'État qui a tenu à convoquer les concertations nationales. Et en même temps, je voudrais apporter un correctif de la compréhension de toute l'opinion, parce que beaucoup de gens pensent que c'est le Nord Kivu, c'est l'Est, c'est la province orientale du Sud Kivu, qui sont considérées comme celles étant à la base des préoccupations aujourd'hui. Je crois que cette façon simpliste de réduire la crise aux provinces de l'Est ne permet pas une compréhension globale. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de vouloir changer de vocable dans la compréhension de tout le monde, pour qu'on ne parle plus de la crise de l'Est, mais qu'on parle plutôt de la crise en République démocratique du Congo. Parce que lorsqu'on continue à parler de la crise de l'Est, effectivement, on croit que cette crise-là doit être réduite aux seuls ressortissants de l'Est, aux gens du Kivu, pour qu'ils résolvent leurs problèmes et seuls. Et cette manière-là ne permet pas, effectivement, à l'ensemble des Congolais d'aborder cette question dans sa plus grande globalité. Voilà pourquoi je crois que le chef d'État, en convoquant les concertations, voulait que la compréhension s'étende sur l'ensemble des Congolais, parce que les dangers qui guettent ces pays ne guettent pas les Kivu. C'est un danger qui guette l'ensemble de la République. Nous qui gérons une partie de cette partie de la République, nous savons qu'il y a une odeur de la balkanisation qui circule. Et que le chef de l'État a considéré qu'un morceau de son territoire risque d'être coupé. Il a estimé que tous les Congolais se réunissent et qu'ils puissent examiner à fond les problèmes tels qu'ils se posent. Pourquoi des rébellions tout le temps? Pourquoi les RCD à l'époque? Pourquoi le CNDP après? Pourquoi le M23 après? Je crois que cette compréhension-là, si elle entre dans les profondeurs des cœurs de tous les Congolais, eh bien on va sortir du bourbier. Alors, est-ce que, en tant que province, nous nous retrouvons dans ce qui a été dit? Et je me dis tout à fait, parce que par rapport à la thématique DDR, on est passé par un diagnostic complet, d'abord qui a commencé par l'analyse des causes des guerres à répétition dans notre pays, les conséquences de cette guerre, mais également ce qu'il y a comme criminalité transfrontalière à travers l'ensemble de la République, pour nous permettre maintenant d'envisager des recommandations par rapport à la compréhension. Et parmi les grandes recommandations que nous avons retenues, nous les avons sériées en 3 grandes catégories. Il y a des recommandations qui relèvent de l'autorité de l'État, il y a des recommandations qui relèvent de ce que nous avions appelé les questions humanitaires et sociales, mais également il y a des recommandations qui relèvent du DDR lui-même. Alors par rapport à l'autorité de l'État, vous savez que tout le monde pense que si des petits bandits peuvent se permettre à chaque instant de créer des petits mouvements rebelles, c'est parce qu'on n'a pas encore une armée, on n'a pas encore une police, on n'a pas encore une justice qui soit à même de répondre aux besoins de la population. Je donne un exemple. La RDC a la dimension de l'Europe occidentale, mais avec presque 100 000 militaires, alors que toute l'Europe occidentale a près de 1 500 000 militaires. Ça veut dire, sur la question de prise en charge des problèmes qui se passent dans notre pays, il se pose un réel problème de contrôle efficace des espaces territoriaux. Lorsque nous avons en face de nous, par exemple, le Rwanda, qui est 80 fois plus petit que la RDC, mais qui est une armée de 50 000 hommes, et que nous, 80 fois plus grand que le Rwanda, nous avons 100 000, tout le monde comprend que si on est un bon analyste, on aurait pu avoir 50 000 80 fois. Et que nous devrions avoir 4 millions de militaires pour notre pays pour faire face effectivement à toutes les menaces. Mais maintenant que nous avons 100 000 hommes, je crois que notre thématique a recommandé qu'au-delà du recrutement qui doit être fait, on puisse renforcer également notre capacité de défense de manière à permettre à ce que demain après demain, aucun État ne puisse songer venir faire de l'aventure en RDC. Mais également, nous avons dit, lorsque l'armée fait son travail, elle laisse derrière elle des espaces vides qui doivent être contrôlés par la police. Il faudrait donc qu'on puisse également y songer pour que demain après demain, lorsque l'armée sera casernée,
que la police puisse faire efficacement son travail. Mais comme il y a beaucoup de criminels également dans le pays, nous avons estimé que la justice devra faire son travail correctement pour qu'en arrêtant tous les criminels qui circulent, il n'y ait pas demain une propension pour d'autres criminels à penser qu'ils peuvent encore recommencer la guerre demain. Ça, c'était pour les premiers paliers que nous avons estimés concerner l'autorité de l'État. Le deuxième palier, ça concerne les questions humanitaires et sociales. Étant donné que toutes les guerres que nous avons connues ont pour certaines les mobiles des réfugiés qui sont à l'extérieur, nous nous sommes dit qu'il faut alors que tous ces réfugiés puissent rentrer, parce que la RDC vient de signer les accords tripartites avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec le Burundi et d'autres pays. Et donc tous ces réfugiés qui font souvent les mobiles de guerre doivent immédiatement rentrer, parce qu'il n'y a plus de raison pour que certains restent chez eux. Les Massissi est déjà calme, Goma est déjà calme, il n'y a qu'une partie de Rutshuru qui n'est pas calme. Ça ne peut pas justifier que des parties des Congolais continuent à rester à l'extérieur. Alors par rapport au DDR, qui est la troisième grande série de recommandations, l'analyse nous a démontré que les anciens programmes qui étaient pilotés avant, notamment la CONADER, l'UEPNDDR, avaient connu à un certain moment des déficits dans leur élaboration. On a cherché à désarmer les gens, on a cherché à démobiliser les gens, on a cherché à réinsérer les gens dans un environnement de guerre. Alors comment on peut chercher à terminer la guerre, démobiliser des gens qui ont pris les armes et les remettre dans un environnement où il y a encore la guerre? C'est comme pour leur permettre d'aller se retrouver dans le même environnement où ils ont les mêmes ingrédients qui leur permettraient demain de prendre les armes. Alors nous nous sommes dit, aujourd'hui, on doit aller avec deux vitesses. La première vitesse, c'est celle de renforcer l'armée. La deuxième vitesse, c'est celle d'élaborer un programme qui s'étend sur 3 à 10 ans, où tous les démobilisés qui seront pris, ils sont réinsérés dans des programmes vastes de reconstruction du pays. Comme ça, ils sont occupés pendant 5 ans, le temps que l'armée aussi est en train de se moderniser. À ce moment-là, lorsqu'ils vont finir leur programme et qu'ils reviendraient à la vie civile, ils n'ont plus la capacité de reprendre les armes, parce qu'ils vont trouver en face d'eux une armée qui s'est déjà professionnalisée. Mais lorsqu'on démobilise les gens, on les remet dans un environnement où l'armée accuse du retard à se moderniser, effectivement, toute chose restant égale par ailleurs, c'est comme si on leur permettait d'aller refaire la même chose. Donc, vous comprenez que c'est une thématique, à mon sens, qui est presque l'épicentre de toutes les autres thématiques. Si on conçoit bien le programme de DDR, aujourd'hui, on désarme les gens, avec comme conséquence la destruction des armes. Parce que par le temps passé, on récupérait les armes des belligérants et on réinjectait ces armes dans la circulation. Ce qui faisait qu'on ne faisait pratiquement rien. Maintenant, nous avons proposé qu'à chaque fois qu'on va récupérer une arme des rebelles ou de ces criminels-là, qu'on la détruise immédiatement pour limiter la possibilité que cette arme ne se retrouve demain encore dans la circulation. Autre recommandation, nous nous sommes dit, maintenant que des criminels se recensent un peu partout, il ne faudrait plus qu'on puisse voter une loi d'amnistie pour les criminels récidivistes. Il y en a eu que nous avons connu en 2003, lors de la réunification. Il y en a eu que nous avons connu en 2009, lors des accords de paix signés à Goma. Et à chaque étape, il y a eu des lois d'amnistie qui ont été votées. Mais malgré ces lois, parce qu'on pensait qu'en votant les lois, on était en train de résoudre un problème. Mais nous avons trouvé que voter régulièrement l'amnistie, c'est comme pour développer dans les chefs de certaines personnes une opinion selon laquelle on peut commettre des dégâts et demain on sera amnistié. Et nous avons estimé dans la thématique que plus question d'amnistier les gens, plus question d'intégrer les criminels qui sont listés dans notre armée. Parce que lorsqu'on a fait une analyse transversale, on a trouvé qu'à un moment donné de l'histoire, il y avait eu des solutions aux problèmes. Mais parce qu'elles n'avaient pas été bien encadrées, ces solutions-là sont devenues des causes des problèmes aujourd'hui. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons éviter de prendre des solutions qui ne se terminent pas. Parce qu'en 2003, lorsqu'on a intégré les gens, on pensait trouver solution aux rebelles et aux belligérants. Mais aujourd'hui, c'est cette intégration-là qui a donné naissance au CNDP, qui a donné naissance au M23. Est-ce qu'il faudra-t-il qu'on continue avec cette thérapeutique si elle doit chaque fois nous ramener en arrière? Nous sommes dans la thématique DDR que non. Les solutions d'avant constituent des problèmes d'aujourd'hui
et que donc nous devons recadrer notre manière de devoir faire les choses. Voilà globalement, dans la thématique, ce qui a été dit. Et nous avons estimé qu'au niveau de la République, et particulièrement au niveau du gouvernement, il faudrait qu'on puisse soumettre au Parlement pour le budget 2014 un budget qui prendrait au moins entre 20 et 50% du budget pour la défense. Parce qu'on peut bel et bien construire les routes, on peut construire les écoles, on peut construire les hôpitaux, on peut construire les ponts. Mais si, in fine, ces ponts, ces routes, ces écoles, ces hôpitaux sont détruits par des guerres répétitives, nous pensons qu'on n'aura finalement rien fait. Ce sera un cercle vicieux qu'on sera en train de construire. Et que donc, au lieu chaque fois de mettre beaucoup de moyens dans des infrastructures qui seront le lendemain détruites, autant alors concentrer les moyens sur un secteur qui peut sécuriser les autres secteurs avec un effet d'entraînement sur l'encadrement d'autres secteurs. Et c'est l'armée, c'est la police. Moi, je crois que le chef de l'État a utilisé un langage diplomatique, mais qui a tout dit. Si c'était peut-être moi, parce que moi, je ne suis pas diplomate, j'aurais parlé en des termes beaucoup plus durs. Parce que la phrase que j'ai retenue, la phrase phare, c'est qu'il a dit aux Nations Unies, à tous les États du monde, que c'est bien beau de dénoncer ce qui nous agresse. Mais si ces gens-là les font de façon répétitive, de façon régulière, il faut quand même qu'on passe du stade de dénonciation vers un autre stade de sanction. Donc il était en train de dire, vous avez vous-même les rapports au niveau des experts des Nations Unies, vous avez les rapports de Human Rights Watch, vous avez le rapport de toutes les organisations des droits de l'homme qui citent le Rwanda, qui citent l'Ouganda parmi les pays qui agressent, qui déstabilisent l'ensemble de l'Est. Pourquoi est-ce que vous vous limitez seulement à les dénoncer et ne pas les sanctionner au niveau international? Je crois que le message a été clair et comme diplomate, il ne pouvait qu'adopter ce langage parce que chez eux, les chefs d'État, il n'y a que de cette façon qu'on peut communiquer. Mais pour nous, qui ne sommes pas diplomates, nous citons les choses directement parce que nous n'avons pas d'immunité par rapport à cette matière-là. Et c'est la raison pour laquelle dans la communication que moi j'ai pu faire un peu partout, j'ai salué ce discours du chef de l'État, qui a vu et qui voit au jour le jour la misère des populations du Kivu, où aujourd'hui nous avons 1 million de déplacés qui sont dans les camps, où aujourd'hui nous avons des femmes, des jeunes garçons qui sont tués, massacrés, violentés à Rutshuru, à Bunagana, à Tchengerero, à Rugari, à Kiwanja. Pas plus tard qu'il y a 24 heures, on a appris qu'il y a encore des assassinats dans la cité de Kiwanja. Chaque jour qui passe, ces choses-là font mal au cœur du chef de l'État. Mais maintenant, les gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'en finit pas? Pourquoi est-ce que lorsque les FARDC veulent en découdre avec les mouvements rebelles, il y a toujours un court-circuit de la communauté internationale? Je vais moi-même répondre à cette question. C'est là l'ampleur du complot que les Congolais doivent comprendre. Le complot contre la balkanisation est très grand. Il y a quelques mois, Jenny Carson avait dit qu'on doit trouver la solution au problème du Congo, comme on en a trouvé pour la Yougoslavie, pour le Soudan. Or, tout le monde sait que dans les années 90, lorsque la Yougoslavie a connu des problèmes, elle a été balkanisée en 5 États. La Serbie, la Croatie, le Monténégro, et tout. Pas plus tard qu'il y a quelques années, le Sud-Soudan a connu les mêmes problèmes, on l'a divisé en 2. Alors, il y en a qui pensent que la grandeur de la RDC constitue un problème et que pour cela, il faut qu'on puisse subdiviser ces pays. Alors, qu'est-ce que les gens font? On laisse la population du Kivu un peu désespérée dans des malheurs croissants pour qu'à un moment donné, les gens puissent être fatigués et que lorsqu'on va leur proposer une idée de couper un morceau de cette partie pour trouver solution au problème, que les gens disent, comme nous sommes déjà fatigués, qu'on nous laisse alors ainsi couper du reste du pays. C'est ça l'objectif de certains États à travers le monde. Et nous nous sommes dit, mais les États-Unis sont peut-être 300 fois plus grands que la RDC, mais elles n'ont jamais accédé à ces projets de balkanisation. Pourquoi est-ce qu'on doit croire que c'est la RDC qui doit être balkanisée? Alors, le chef de l'État a trouvé tout cela comme complot. C'est pourquoi il a appelé les gens à Kinshasa pour dire, il y en a peut-être parmi les Congolais qui minimisent ce qui se passe au Kivu. Allez vous tous vous concerter pour que vous ayez la même compréhension, pour que nous soyons tous soudés de manière à opposer ensemble cette résistance contre les forces obscures qui veulent balkaniser les pays. C'est ça la compréhension du chef de l'État. Malheureusement, quand on arrive aux concertations, on trouve que d'autres gens ont des agendas de distribution de postes. Ils ne savent même pas que le pays est en danger, qu'on peut leur donner des postes aujourd'hui
Et demain, ils se trouvent avec un Kivu qui est coupé et finalement les postes qu'ils auront obtenus ne serviront à rien. Donc, ces messages-là, je voudrais renforcer la compréhension de ceux qui ne l'ont pas encore, que le complot contre la RDC est grand et il est temps pour que nous puissions nous souder, pour que nous évitions les querelles intestines, que nous puissions nous souder ensemble de manière à faire face à ces forces obscures qui veulent diviser ce pays. Et c'est cela l'essence de la convocation des concertations par les chefs de l'État. Voilà donc pour moi la compréhension de l'interpellation du chef de l'État dans son discours tenu à New York il y a quelques heures. Oui, la recommandation selon laquelle les militaires du Kivu ne doivent plus prester là-bas, du moins dans un format où ils commandent, où ils administrent, cette recommandation a été adoptée à l'unanimité. Parce qu'on a trouvé que de toutes les qui se sont succédées, effectivement, ce sont les mêmes éléments qui sont restés au Kivu, qui constituent le recyclage des mouvements rebelles. Or, l'armée est nationale, elle n'est pas provinciale. Donc, il faudrait que demain, lorsqu'on va demander à un militaire d'aller prester à l'Équateur, d'aller prester au Bas-Congo, d'aller prester au Katanga, même s'il est du Nord Kivu, du Sud Kivu, qu'il comprenne qu'il n'a pas été fait pour garder sa tante, pour garder sa mère, pour garder ses sœurs, mais qu'il est entré dans l'armée, effectivement, pour veiller sur l'intégrité du territoire. Et c'est là d'ailleurs où nous avons estimé que le DDR devrait être beaucoup plus appuyé, dans le sens où, dans la démobilisation, il faut qu'on puisse exfiltrer de l'armée tous ceux qui n'ont pas la vocation d'être des militaires. Parce qu'il y en a qui sont entrés par un fait de contingent, ou comme des moutons de panurge. Parce qu'on dit on va protéger ses sœurs ou ses frères ou ses parents, alors les gens pensent que c'est cela l'objet d'entrer dans l'armée. Tous ces gens-là, on doit les identifier. Je vois qu'on doit redemander même les intentions des gens pour dire est-ce qu'il n'est pas temps de demander à chacun si réellement il veut être dans l'armée ou pas. À ce moment-là, on va remettre tous ces gens à l'extérieur, ils vont entrer dans les structures de démobilisation, ils vont dans les programmes de reconstruction du pays. Peut-être qu'ils sont faits pour être des maçons, peut-être qu'ils sont faits pour être des meilleurs cuisiniers, et ils vont faire ça. On les voit même à l'église. Il y a des pasteurs et des prêtres qui ont eu la vocation d'être des pasteurs. Effectivement, quand ils prêchent, on sent que la matière est bien comprise. Il y a d'autres qui, même en lisant 1000 fois un verset, vous vous demandez si réellement la compréhension est la même entre vous et lui. Donc c'est comme si ils ont forcé d'aller là où ils sont aujourd'hui, et ça fait qu'ils tâtonnent à pouvoir donner à l'opinion la parole de Dieu. Il en est de même pour l'armée, il en est de même pour les journalistes. Il y en aura qui, quand ils sont au micro, ils rendent très bien les journaux. Il y en a d'autres qui, quand ils sont au micro, on se demande si réellement ils ont eu les mêmes études que les autres. Donc, même dans l'armée, c'est la même chose. Même dans la politique, c'est la même chose. Donc, tous ces éléments-là, on doit revenir à la case de départ, surtout dans notre armée, pour se dire qui doit entrer dans l'armée. Et comme nous avons été victimes de beaucoup d'agressions, dans notre thématique, nous avons proposé qu'à 18 ans, les services militaires soient obligatoires à tous les Congolais. Comme ça va permettre à chaque Congolais de pouvoir connaître le maniement de l'arme, mais en même temps, nous allons construire ce qu'on appelle une armée de réserve. Là, ça fera une année de maniement des armes, de toutes les tactiques et les stratégies militaires. Ça permettra à ce que si on est agressé demain, comme on a 400 000 qui vont passer chaque mois, on peut aller regrouper tous les 400 000 ou les 800 000 qui sont en réserve. On va tous vers là où vient l'agression et en une minute, on peut aussi envahir un pays qui nous fait du mal. Alors, c'est l'histoire de l'Érythrée et de l'Éthiopie. L'Érythrée a aussi nargué comme ça l'Éthiopie à un moment donné. J'ai souvent évoqué cet exemple. Et l'Érythrée s'est organisée, l'Éthiopie s'est organisée. À un moment donné, l'Éthiopie a aligné 300 chars et 300 000 hommes. Et en quelques heures, on a été presque à la capitale de l'Érythrée, à Asmara. Et c'est les Nations Unies qui ont arrêté pour qu'on n'entre pas, pour qu'on ne puisse pas bousiller. Je crois que la RDC a besoin de développer cette capacité de défense pour dire aux autres États que nous vous respectons, mais respectez-nous aussi. Le moment où vous allez chercher à nous déstabiliser, nous sommes prêts. Et vous savez, les États, les Nations Unies sont derrière le comportement des États. Si les États se montrent faibles, les Nations Unies sont derrière la faiblesse. Si les États se montrent forts, les Nations Unies sont derrière la force des États. C'est comme ça. Ce sont les rapports de force. Donc, il ne faut pas dire pourquoi est-ce que tel pays nous agresse et pourquoi est-ce qu'il n'est pas condamné. Les Nations Unies entendent que nous aussi,
nous développions des capacités qui nous permettront demain après demain d'être arrêtés quand nous serons à la porte d'une capitale. Comme ça, nous serons respectés. Et nous, dans notre thématique, nous avons estimé que c'est là la prise de conscience que nous devons avoir comme Congolais. Et non pas nous tirer à Kinshasa, aux groupes armés doivent participer, je ne sais pas, nous voulons les postes. Mais ça, c'est des tralala. Et ça nous empêche de nous reconsidérer comme des Congolais, de voir les problèmes en face de nous et de développer des stratégies pour que nous puissions vaincre ces problèmes-là. Voilà l'essence de ce que nous avons fait dans notre thématique. Et nous estimons que si toute l'opinion comprend ce que nous avons à formuler comme recommandation, dans 5 ans, dans 10 ans, la RDC ne sera plus le jouet de tout le monde. Et moi, je raisonne par la prospective. C'est-à-dire, je ne peux pas estimer que les États puissent se gérer en termes de mois. Les États se gèrent en termes d'années. Il ne faut pas dire que je pense que non, il faut que demain les choses changent. Même si demain, il y a un autre président qui prend le pouvoir, les choses ne vont pas changer comme les gens le pensent. Parce que les États se gèrent sur une durée. J'évoque souvent le budget de notre pays qui est de 7 milliards. Ça, c'est un budget d'une commune en Europe. L'Angola, il y a 10 ans, avait le même budget que nous. Mais elle a été renforcée par l'exploitation du pétrole. Elle est aujourd'hui à 66 milliards. Elle peut commencer à affronter les problèmes. Mais le budget que nous avons, nous, la RDC, c'est un budget qui devait servir à une des provinces de la RDC, et non pas à la République. Et quand les budgets sont faibles, ils deviennent souvent des budgets de fonctionnement. Et les gens doivent comprendre cela. On peut bien demander au gouvernement actuel de faire des miracles avec 7 milliards pour 70 millions d'habitants. Si on fait la division euclidienne, ça équivaut à $100 par habitant par an. C'est-à-dire que le gouvernement peut rassembler tous ces moyens et distribuer à chaque Congolais $100 pendant toute une année et demander à chaque Congolais de payer les études, les enseignants, les militaires, les policiers, construire les routes, l'électricité et tout, et l'eau. Avec $100 par habitant et par an. C'est ça la compréhension de notre budget. Mais lorsque les gens n'ont pas cette compréhension, ils jettent souvent tous les péchés du monde sur le gouvernement actuel, pensant qu'il est incapable de faire quelque chose. Toute personne placée dans les mêmes conditions que le gouvernement actuel aboutirait au même résultat que le gouvernement actuel. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Mettons nos forces ensemble. Je sais qu'il y a eu la thématique sur l'économie et le secteur productif. Celui-là doit identifier quels sont les secteurs que nous devons exploiter pour renforcer notre budget et nous permettre de faire face aux défis qui nous attendent. Et non pas de verbiage inutile comme on a souvent eu le temps de... D'abord, je ne suis pas celui qui a convoqué les concertations pour me mettre dans ma tête l'idée que c'est cela l'objectif des concertations. Moi, je vous ai donné mes avis par rapport à mes attentes. Ce que j'attends de ces concertations. Mais comme on est souvent distrait, on croit qu'en se partageant les postes entre 3 ou 4 personnes, on a résolu les problèmes du Congo. Et c'est là où, effectivement, moi, je dois lancer un appel aux politiques congolais. Il ne faudrait pas qu'on pense que ça nous distribue des postes à Kinshasa, tel devient ministre, tel devient ceci, que c'est la solution au problème du Congo. La solution n'est pas encore là. Identifions les véritables problèmes de notre pays. Est-ce que les problèmes se trouvent dans la formation d'un nouveau gouvernement? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Si c'est ça le problème du Congo, alors allons-y. Formons ce gouvernement, allons jusqu'à 2030. Mais moi, j'estime que le problème du Congo n'est pas dans la crise du gouvernement actuel. Les problèmes doivent être identifiés dans différents secteurs. Dans le secteur de l'armée, de l'éducation, de la santé, des infrastructures. Et c'est en sériant les problèmes qu'on peut envisager maintenant une thérapeutique appropriée pour dire nous avons tel problème, voici tel type de solution et voici les moyens pour y arriver. Mais si à chaque fois qu'il y a un problème, on pensera qu'il faudra nous réunir pour qu'on dise que non, la tête de celui-ci ne plaît plus, mettez-y quelqu'un, celle-là ne plaît plus, mettez-y quelqu'un, je crois qu'on aura difficile à résoudre les problèmes. Je vais vous donner un exemple. Depuis 2006, nous avons combien de premiers ministres? Nous avons eu Gizenga 1, nous avons eu Gizenga 2, nous avons eu Mouzito 1, nous avons eu Mouzito, je crois 2, je ne sais pas s'il y a eu un troisième, et nous avons aujourd'hui Matata. Alors, si le problème se trouve dans le changement des hommes, donc 5 fois déjà, on aurait trouvé la solution. Et pour moi, j'estime que ce n'est pas là le problème. Ceux qui sont là peuvent rester, mais il faut qu'ils attaquent les véritables problèmes du pays. Les concertations doivent aider à identifier les problèmes du pays. Si les acteurs sont incapables de mettre en œuvre les recommandations qui sortiront des concertations, ça c'est un autre problème. On peut se dire, bon, nous avons de grandes recommandations, l'équipe du gouvernement actuel, c'est elle qui est chargée de la mise en œuvre. On va faire une évaluation au bout d'un temps pour savoir est-ce que l'évaluation donne une satisfaction à la population. Ça, c'est une autre question d'homme. Mais je ne peux pas penser aujourd'hui que c'est simplement le changement d'homme au stade actuel qui constitue la réponse au problème du Congo. Si c'est cela la manière de penser de nous tous Congolais,
On changera chaque jour et on ne résoudra pas les problèmes de la RD. C'est un point de vue qui m'engage. Je ne protège personne, je n'en ai pas l'intention parce que moi-même je suis parmi ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire en me changeant, je resterai ce que je suis. Mais si ça apportera une solution, tant mieux. Mais si c'est me changer parce que la tête de Julien ne plaît plus, pour qu'on revienne aux mêmes choses, et je ne pense pas que c'est cela la solution au problème. Donc j'estime que les Congolais doivent se mettre ensemble, identifier les problèmes, éviter les querelles inutiles, éviter de tricher dans la démocratie. Moi, je suis en train de développer une thèse qui est très discutable dans les Sciences Po. Et la thèse est celle-ci. Le pouvoir de consensus est très faible qu'un pouvoir de conquête. Malheureusement, la démocratie ressemble à un pouvoir de consensus. Et quand on a un pouvoir de consensus, on cherche à plaire à tout le monde et ça distrait la vision qu'on a. Tandis que lorsqu'on a un pouvoir de conquête, on a un objectif, on veut arriver à cet objectif-là. C'est une thèse qui m'engage que moi. Les analystes peuvent la prendre, la nuancer, l'infirmer ou la confirmer, mais je suis prêt à pouvoir en débattre avec ceux qui seraient mes co-débatteurs pour que je démontre en quoi le pouvoir de consensus est plus faible qu'un pouvoir de conquête. Et j'ai des exemples, ils sont légion. Merci.